Bonjour Guillaume. Bonjour. Ta thèse a obtenu le prix Carbonnier de l'Institut Robert Badinter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu son contenu et les conclusions auxquelles tu as pu aboutir? Oui, volontiers. Donc ma thèse porte sur le concept de constitution économique, euh, concept qui n'est pas évident à saisir, mais donc l'idée c'est d'aller voir si et dans quelle mesure des principes ou des règles économiques étaient régis par des normes constitutionnelles ou internationales, donc traités européens, traités de l'Union européenne, c'est-à-dire donc des normes qui sont au-dessus des lois, donc au-dessus du Parlement, et donc essayer de voir si y avait ces principes qui étaient un peu sortis du débat démocratique, et pour quelles raisons alors on défendait l'idée de les sortir, en sachant que au départ, dans la doctrine juridique, on a tendance à dire que les constitutions sont neutres du point de vue économique, et donc que finalement les parlements peuvent adopter des législations qui sont plutôt libérales ou interventionnistes, selon les majorités du Parlement, mais que dans les faits, quand on analyse les jurisprudences des juges constitutionnels, donc le Conseil constitutionnel en France, ou la Cour constitutionnelle allemande, ou la Cour constitutionnelle belge, ou encore la Cour de justice de l'Union européenne, on voit quand même que tendanciellement, les juges investissent le terrain économique, alors aussi parce qu'on leur pose des questions et ils y répondent, mais ils ont tendance à mobiliser de plus en plus les concepts et les règles pour cadrer ce qui est possible de faire dans l'économie. Donc d'un côté, on nous dit le législateur, le Parlement est libre d'agir dans l'économie, de l'autre, on voit que cette liberté est quand même dirigée et limitée. Donc mon angle d'analyse était de me demander alors comment investiguer ce hiatus, et j'ai essayé de prendre un angle historique, donc de me dire à partir du concept en fait qui est utilisé dans la doctrine de constitution économique, essayer de remonter le fil du concept et de voir les débats qu'il y a eu sur le concept. Débats qui avaient lieu entre ceux qui utilisaient le concept pour dire qu'il fallait plus de démocratie dans l'économie, et d'autres qui disaient qu'au contraire, il fallait mettre des principes de concurrence, de libre marché dans la Constitution pour éviter justement que à chaque changement de majorité, on revienne sur des règles qui étaient établies. Et donc, par cet angle historique, le but était d'éclairer alors la situation présente et de mieux comprendre où on en était dans ce processus, puisque c'est pas juste un état de fait, c'est essayer de voir où on en est dans cette constitutionnalisation de l'économie. Voilà en quelques mots. Et est-ce que tu penses que la situation actuelle, quelque part, démontre l'existence de ces règles et leur force aussi? Ou bien est-ce qu'on peut voir justement dans l'actualité un affaiblissement de ces grands principes? Alors c'est ambivalent. On voit, on est arrivé à un stade où effectivement je pense qu'on a constitutionnalisé beaucoup de principes économiques hérités du libéralisme économique, donc droit à la concurrence, liberté d'entreprendre, droit de propriété privée, et ça a des conséquences concrètes sur le taux d'imposition que les parlementaires peuvent adopter. Par exemple, dans l'actualité en France, on parle de la taxe Zuckman, donc le fait que on puisse puiser 2% sur le patrimoine des plus riches, des 1% les plus riches. Et l'ancien Premier ministre Bayrou disait mais ça c'est inconstitutionnel. Et effectivement, si on regarde la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il y a des chances que ce soit censuré. Donc on voit qu'à ce niveau-là, il y a quand même une avancée sur le terrain du libéralisme économique. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux qui ont été constitutionnalisés, donc l'idée de dire droit au logement, droit au travail, droit à la sécurité sociale, mais néanmoins la portée normative qu'en déduit le juge constitutionnel, donc les applications qu'il va en tirer, sont moindres. Donc là, on a quand même une tendance vers le libéralisme économique, mais on est quand même dans une actualité où on voit qu'il y a des changements de majorité qui ne sont plus juste une alternance entre centre-gauche et centre-droit,
alors pas actuellement en Europe occidentale un peu moins, mais quand on regarde aux États-Unis ou ailleurs, donc il n'est pas impossible que ça évolue dans un autre sens à l'avenir. Mais actuellement, là où je me suis arrêté dans mes recherches, j'ai effectivement, selon moi en tout cas, il y a une constitutionnalisation de l'ordre de marché avec une inflexion plus sociale sur certains points, mais qui reste assez minoritaire. À plusieurs reprises, tu as parlé du rôle du juge. Ouais. Bien sûr, on sait que surtout dans ces matières-là, il y a une grande influence de la jurisprudence, mais est-ce que les tendances que tu as pu découvrir, elles viennent d'un pouvoir que le juge s'est arrogé ou de décisions que les juges ont prises en dehors ou à côté des textes? Ou bien est-ce que les textes législatifs eux-mêmes, les traités notamment, contiennent déjà ces idées? Ça, c'est une question complexe parce que si on prend les traités européens, les traités de l'Union européenne, les textes ont vraiment un contenu économique assez important. Contenu économique qui, à la base, était relativement équilibré. Par exemple, il y avait le principe de neutralité du régime de propriété. Donc, on disait, finalement, la propriété des moyens de production peut être étatique ou privée. Donc, c'était assez neutre, mais au fur et à mesure, quand même, le juge européen a développé une part du contenu qui était plutôt libéral. Alors, c'est pas nécessairement pour des raisons idéologiques, c'est aussi pour des raisons qui tiennent à l'institutionnel, c'est que ces principes étaient plus directement mobilisables. Et donc, pour justifier l'existence de la Cour de justice, elle a eu tendance aussi à mobiliser les règles qu'elle avait. Donc, il y a un effet d'auto-entraînement dans ce sens-là. Alors il y a peut-être une part idéologique, je ne suis pas sociologue, je n'ai pas pu faire des entretiens pour essayer d'analyser ça, mais il y a aussi en tout cas une part institutionnelle. Au niveau national, il y a moins de textes économiques, mais les juges ont quand même réussi à en tirer des conclusions. Par exemple, le Conseil constitutionnel français a repris dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, donc le bloc de normes de référence à partir desquelles il va censurer ou non les lois. Il a intégré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule d'une ancienne constitution, celle de 46. Donc là-dedans, il a pu puiser des éléments, et notamment, mais alors il en a déduit, par exemple, de la liberté générale, individuelle, il en a déduit la liberté d'entreprendre. Donc on voit qu'il a renforcé son office, il s'est donné finalement des compétences économiques en interprétant de manière assez large ses dispositions, et aussi à l'inverse parfois en les restreignant quand ça l'arrangeait. Donc l'idée de nationalisation, par exemple, est contenue dans une disposition, et il a finalement restreint le champ d'application justement pour essayer sinon de donner prééminence, en tout cas de donner un contenu plus substantiel à la liberté d'entreprendre. Donc il y a des textes qui ont un contenu plus ou moins économique, mais il y a les juges qui vont en donner des interprétations qui ont tendance à élargir le contenu, aussi pour des raisons, effectivement, je crois, institutionnelles, de justifier son existence et de gagner du pouvoir face au Parlement, comme la plupart des organes finalement ont tendance à essayer de prendre le plus pour perdurer dans son être, quoi. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont maintenant tes projets de recherche, comment tu vas poursuivre éventuellement tes réflexions à partir de ces sujets? Oui, bien sûr. Alors, quand j'ai travaillé sur la thèse, je suis arrivé à une période qui est l'entre-deux-guerres en Allemagne, la République de Weimar, où le concept de constitution économique était extrêmement lié à l'idée de démocratisation de l'économie. Et finalement, au fur et à mesure, on a vu que c'était plutôt des principes libéraux qui ont été constitutionnalisés, mais là, ce que j'aimerais bien faire, c'est essayer d'analyser comment cette revendication de démocratisation de l'économie s'est en quelque sorte métabolisé, transformé et c'est incarné dans d'autres institutions, alors non plus constitutionnelles, mais à d'autres niveaux. On peut penser à la gestion paritaire de la sécurité sociale, au comité dans les entreprises où les travailleurs ont leur mot à dire. On peut penser aux règles
qui régissent le travail, qui peuvent être élaborés à partir de décisions prises par les patrons et par les syndicats. Et donc, tous ces endroits où on essaye de revenir à une régulation de l'économie par en bas, entre guillemets. Et donc, l'idée est vraiment de dire, après la constitution économique, je vais aller voir vers la démocratie économique. Donc, voilà les pistes vers lesquelles je me projette pour les 3 prochaines années. Merci beaucoup. Merci à vous.